Quand on parle de mouvements uniformément accélérés, qu'on soit en une, deux, trois dimensions, le principe est le même, c'est que l'accélération est définie comme constante. Donc, on aura un vecteur constant, donc en gros, une composante en x, en y et en z, mais chacun de ces termes-là sont constants. Donc, c'est vraiment important. Et puis, par le même principe qu'au chapitre 3, si l'accélération est constante, mes équations que j'ai vues de cinématique peuvent s'adapter au vecteur. Donc, par exemple, si on avait l'équation VF égale à VI plus AT, bon, en une dimension, c'est très facile à appliquer parce que tout est en X ou tout est en Y, mais ça peut très bien s'appliquer si on est en plusieurs dimensions. Donc, on aura les vecteurs VF, VI et A. Puis si on développe, on retrouve cette grande formule-là. Comme on l'a si bien appris au chapitre 2, dans une équation vectorielle comme ça, on doit absolument identifier les composantes en X et les égaliser. Donc, on sait par exemple que VFX va être égal à VIX plus A fois T. Okay? Donc, je peux faire une équation en X. Donc, l'idée là-dedans, c'est que toutes les I s'annulent finalement. Il me reste seulement les valeurs scalaires. Donc, même chose en Y. Ce qui est en Y, donc VFY, J, égale à VIYJ plus AYT. Puis logiquement, on aura le même principe pour Z. Donc finalement, cette équation-là, qui était unique en une dimension, se divise maintenant en trois équations pour chacun des axes. Donc je ne travaillerai même pas avec la notation vectorielle pour développer les équations de cinématique. En fait, ce que je vais faire, je vais plutôt séparer les axes. Donc on peut se prendre une série d'équations pour ce qui est en X, une pour Y et une pour Z, mais on ne mélangera jamais des données en X pour les mettre dans une équation en Y ou en Z. Le seul élément qui peut faire part des équations en X, Y et Z, c'est le temps. Parce que le temps, on le retrouve partout. Le temps, c'est le lien entre les trois dimensions. Donc, reprenons ce qu'on a vu au chapitre 3, première équation. On va simplement spécifier maintenant à chaque fois qu'on est vraiment sur l'axe des X. Donc, on aura l'accélération en X et la vitesse en X. Donc, contrairement au chapitre 3, on n'avait pas à le spécifier parce que c'était implicite, on était sur un seul axe. Quand on trouve nos quatre équations, on spécifie toujours qu'on est en X, donc c'est important de spécifier la direction X. On peut remarquer, j'ai mis T et non delta T, mais on pourrait mettre delta T. Donc ici, j'ai juste supposé que TI est égal à 0, mais on peut remplacer les T par des delta T sans problème. En Y, on aura l'équivalent. Encore une fois, on doit spécifier à chaque moment qu'on est sur l'axe des Y. Donc pour les vitesses, on aura l'indice Y. L'accélération, on aura l'indice Y. Et en Z, même chose. Donc je répète, le lien entre les trois dimensions, c'est le temps. Le temps est commun aux trois dimensions. On ne peut pas, c'est interdit, d'utiliser des données en X puis les mettre dans des équations en Y ou n'importe quel mélange que vous voulez. Parce que si on fait ça, on ne respecte pas les équations vectorielles. Donc, si on vous donne une vitesse, par exemple, une vitesse, on vous donnerait la norme puis la direction de la vitesse. C'est très important de prendre la vitesse puis de trouver ses composantes en X, en Y et en Z si jamais c'est le cas. Là. Puis une fois que les composantes sont trouvées pour toute la position, vitesse, accélération, après, on peut faire des équations de cinématique. Même chose pour l'accélération. Si on vous donne l'accélération en norme et direction, vous ne pouvez pas la mettre nulle part dans les équations. Il faut trouver AX, AY et AZ. Par après, on peut faire de la cinématique.